Le 5 octobre 1728, à Tonnerre, une petite ville de Bourgogne, naît Charles Geneviève Louis-Auguste André Timothée Déon de Beaumont. Son nom à rallonge cache un personnage qui va devenir l'un des espions les plus audacieux de l'histoire européenne. Fils de Louis Déon de Beaumont, directeur des domaines du roi, et de Françoise de Charenton, le jeune garçon grandit dans une famille bourgeoise aux ambitions modestes. Dès sa naissance, une particularité frappe l'entourage. L'enfant présente des traits si fins, si délicats, qu'on peine à déterminer son sexe avec certitude. Le médecin hésite, examine le nouveau-né plusieurs fois. Cette ambiguïté physique va jouer un rôle déterminant dans le destin extraordinaire qui l'attend. En 1743, à 15 ans, Charles part à Paris poursuivre ses études chez son oncle, au prestigieux Collège Mazarin. L'adolescent se révèle brillant. Il dévore les livres, apprend les langues avec une facilité déconcertante et démontre une intelligence remarquable. En 1749, à seulement 21 ans, il obtient un diplôme en droit civil et en droit canon. Il s'inscrit comme avocat au Parlement de Paris. Mais le jeune homme ne se contente pas d'exercer le droit. Il écrit, publie des considérations historiques et politiques qui attirent l'attention des cercles intellectuels parisiens. Sa plume est vive, son esprit affûté. On le remarque dans les salons. On apprécie sa conversation, son érudition précoce, sa capacité à débattre de sujets complexes avec une aisance stupéfiante. C'est lors d'un bal masqué à Versailles que tout bascule. Des amis, pour s'amuser, convainquent le jeune Déon de se déguiser en femme. Ils lui prêtent une robe, arrangent ses cheveux, appliquent du fard sur son visage. La transformation est sidérante. Personne ne peut deviner qu'il s'agit d'un homme. Ses traits délicats, sa silhouette élancée, sa voix relativement aiguë créent une illusion parfaite. Ce soir-là, à Versailles, sous les lustres étincelants, une jeune femme attire tous les regards. Elle porte le nom de Lia de Beaumont. Sa beauté frappe les courtisans. Sa grâce, sa timidité apparente, son maintien irréprochable séduisent l'Assemblée. Et parmi les admirateurs conquis se trouve Louis XV en personne. Le roi, connu pour son appétit insatiable envers les jolies femmes, ordonne qu'on lui amène cette mystérieuse inconnue. Ses gardes obéissent, conduisent la prétendue demoiselle dans une garçonnière luxueuse que le monarque réserve à ses conquêtes. Déon panique. Son déguisement, entrepris comme une plaisanterie entre amis, va se transformer en cauchemar. Comment avouer au roi de France qu'il vient de tomber sous le charme d'un homme? Quand Louis XV découvre la supercherie, sa colère explose. Il fulmine, tempête, menace. Mais derrière sa fureur se cache une fascination. Le roi, passionné d'espionnage et de diplomatie secrète, vient d'identifier un talent exceptionnel. Si ce jeune homme peut tromper toute la cour, s'il peut même séduire le roi lui-même, quelle arme formidable il représente pour les intérêts de la France. Louis XV convoque Déon quelques jours plus tard. Le ton n'est plus à la colère. Le monarque a un projet. Il vient de créer une organisation secrète appelée le Secret du Roi, un réseau d'espionnage qui échappe totalement au contrôle du ministère des Affaires étrangères. Cette diplomatie parallèle ne compte que 32 membres triés sur le volet. Le prince de Conti, cousin du roi, dirige l'opération avec le comte de Broglie. Louis XV propose à Déon d'intégrer cette organisation d'élite. Le jeune homme accepte immédiatement. On le nomme censeur royal pour l'histoire et les belles lettres. Mais son véritable travail commence ailleurs, dans l'ombre, là où se jouent les véritables parties d'échecs entre les puissances européennes. En 1755, l'Europe se prépare à la guerre de 7 ans. La France affronte son ennemi héréditaire, l'Angleterre. Mais une alliance entre les Britanniques et la Prusse menace l'équilibre des forces. Louis XV a besoin d'un allié de poids, la Russie. Le problème? La tsarine Elisabeth Petrovna a fermé les portes de Saint-Pétersbourg aux émissaires français mâles. Le vice-chancelier russe, favorable aux Anglais, a décrété une interdiction formelle. Aucun Français de sexe masculin ne peut entrer sur le territoire russe et encore moins approcher la cour. Cette mesure vise spécifiquement à empêcher les espions français d'influencer la tsarine. Louis XV convoque Déon. La mission est simple en apparence, impossible en réalité.
se rendre à Saint-Pétersbourg et convaincre Élisabeth de forger une alliance avec la France contre l'Angleterre. Le roi ne laisse aucune option au jeune espion. Il devra ressortir son déguisement de femme. Cette fois, ce n'est plus un jeu de société, c'est une question de survie nationale. Déon reprend donc l'identité de Lia de Beaumont. Il embarque pour un long voyage à travers la Baltique. Les routes sont dangereuses, les auberges mitoyennes, le froid mordant. Mais il arrive finalement à Saint-Pétersbourg au printemps 1756. Le vice-chancelier, présenté par des contacts diplomatiques, l'accueille sans se méfier. Une charmante demoiselle française ne représente aucune menace politique. La cour russe est fascinée par tout ce qui vient de France. Elisabeth Petrovna adore la culture française. Les pièces de Molière sont traduites en russe. Des peintres français décorent les palais. Les dames de la cour rivalisent d'élégance pour imiter le style de Versailles. C'est dans ce contexte que Lia de Beaumont fait son entrée. La tsarine, séduite par les manières raffinées de la jeune Française, la nomme lectrice de sa correspondance en français. Déon se retrouve donc au cœur du pouvoir, assistant Élisabeth dans la lecture de ses lettres, discutant avec elle de littérature, de politique, de mode. Peu à peu, avec une habileté consommée, il glisse dans la conversation les intentions de Louis XV. Les semaines passent. Déon travaille la tsarine avec patience. Il ne force rien, ne précipite rien. Il sème des idées, évoque les dangers d'une alliance anglo-prussienne, rappelle les liens historiques entre la France et la Russie, flatte la vanité d'Élisabeth en soulignant son importance dans l'équilibre européen. Élisabeth Petrovna, impressionnée par l'intelligence et la culture de sa lectrice, commence à prêter l'oreille. Les arguments de Lia de Beaumont font mouche. Le vice-chancelier pro-anglais rage en silence, mais il ne peut rien contre une simple lectrice française qui discute littérature avec la tsarine. Après des mois de tractations subtiles, l'impossible se produit. Au printemps 1756, Élisabeth accepte de signer une alliance avec la France. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre dans les chancelleries européennes. Comment les Français ont-ils réussi ce tour de force? Le vice-chancelier russe n'y comprend rien. Il avait pourtant interdit l'accès du territoire à tout espion français masculin. Déon rentre en France en héros. Louis XV Jubilee. Son espion a accompli l'impossible. Le roi récompense généreusement son agent. 3000 livres sonnantes et trébuchantes, et le grade de lieutenant au dragon, ces militaires d'élite qui se déplacent à cheval mais combattent à pied. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, la situation en Russie évolue. Pierre III monte sur le trône après la mort d'Élisabeth. Louis XV a besoin de maintenir le contact avec Saint-Pétersbourg. Il renvoie Déon en Russie. Cette fois, l'espion ne se déguise pas. Il arrive sous sa véritable identité, se présentant comme le frère de Lia de Beaumont. La ressemblance entre les deux soi-disant frères et sœurs frappe tout le monde. C'est normal, il s'agit de la même personne, mais personne ne fait le lien. Déon joue son rôle à la perfection, évoquant avec nostalgie sa chère sœur rentrée en France. Les courtisans russes ne soupçonnent rien. Comment pourraient-ils imaginer une telle supercherie? Le séjour est de courte durée. Pierre III tombe rapidement, renversé par un coup d'État. Catherine II, qui entrera dans l'histoire comme Catherine la Grande, s'empare du pouvoir. Déon comprend qu'il n'a plus rien à faire en Russie. Il rentre en France auréolé de gloire. En 1762, alors que la guerre de 7 ans s'achève, Louis XV confie à Déon une mission d'une importance capitale. La France a perdu la guerre contre l'Angleterre. Le royaume insulaire s'apprête à s'emparer de l'essentiel de l'empire colonial français. Il faut négocier un traité de paix le moins désavantageux possible. Déon est envoyé à Londres comme membre de l'équipe diplomatique chargée de négocier. Le jeune homme, qui rêvait de gloire militaire, se retrouve diplomate. Mais il accepte. Pour la France, il fera n'importe quoi. À Londres, Déon démontre des talents insoupçonnés. Lors d'un dîner arrosé avec les négociateurs anglais, il parvient à subtiliser un document ultra secret, la liste des concessions maximales que l'Angleterre est disposée à faire. Ce papier, infiniment précieux, est immédiatement transmis au ministre français Choiseul. Grâce à ces informations, la France obtient un traité moins catastrophique que prévu. Le traité de Paris est signé le 10 février 1763. Louis XV, ravi, décore Déon de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
l'une des plus hautes distinctions du royaume. Mais le roi a une autre mission en tête pour son espion préféré. Louis XV n'a pas renoncé à prendre sa revanche sur l'Angleterre. Il veut préparer une invasion par la mer. Mais comment envahir une île protégée par la marine la plus puissante du monde? Le monarque charge Deaune d'une mission ultra-secrète, reconnaître les côtes britanniques, identifier les points de débarquement possibles, étudier les défenses, cartographier les zones propices à une invasion. Deaune se met au travail. Accompagné du marquis Carlet de la Rosière, il sillonne discrètement les côtes anglaises et galloises. Il note tout: les rochers, les marées, les courants, les fortifications, les routes, les distances. Il dessine des cartes détaillées, rédige des rapports minutieux. Le travail prend des mois. Pendant ce temps, à l'ambassade de France, Deaune remplace temporairement le duc de Nivernois, tombé malade. Le voilà ambassadeur par intérim. Il change complètement l'atmosphère de la représentation française. Fini les dîners austères et les réceptions protocolaires ennuyeuses. Deaune organise des bals somptueux, des soirées somptueuses où le champagne coule à flots. Tout le gratin londonien se presse à l'ambassade de France. On y croise les plus grands noms de l'aristocratie anglaise. Le roi Georges III lui-même adore Deaune. Il le trouve charmant, spirituel, brillant. Les deux hommes deviennent amis. Georges III ne se doute pas un instant que cet ambassadeur si sympathique prépare l'invasion de son royaume. La dépense est colossale. Deaune emploie 22 domestiques, organise une réception par jour, commande les meilleurs vins de Bourgogne, fait venir les mets les plus raffinés. En quelques mois, il dilapide le budget annuel de l'ambassade. Quand il demande des fonds supplémentaires, Choiseul, le ministre des Affaires étrangères, refuse net. Pour la première fois, Deaune se heurte au pouvoir royal. Un nouveau ambassadeur arrive à Londres, le comte de Guerchy. Deaune, rétrogradé au poste de secrétaire, supporte mal cette humiliation. Les deux hommes se connaissent et se détestent depuis la guerre de 7 ans. Le chevalier méprise profondément Guerchy. Ce dernier le lui rend bien. 2 clans se forment à l'ambassade. L'atmosphère devient irrespirable. Deaune, imbu de l'estime que lui porte Louis XV, refuse d'obéir à Guerchy. Il considère que seul le roi peut lui donner des ordres. L'ambassadeur, furieux, exige son départ. Deaune refuse de quitter Londres. Le conflit dégénère. Les deux hommes se livrent une guerre de libelles diffamatoires. Deaune accuse Guerchy de tentative d'empoisonnement lors d'un repas. Guerchy traîne son adversaire devant les tribunaux britanniques, tentant de le faire passer pour fou et hermaphrodite. Il utilise les déguisements ambigus du chevalier pour appuyer ses accusations. Le procès fait sensation à Londres. Toute la ville ne parle que de ça. Qui est vraiment le chevalier Deaune? Un homme? Une femme? Les paris s'ouvrent dans les cafés londoniens. On spécule, on discute, on parie des sommes folles sur le sexe véritable de cet étrange diplomate français. Deaune obtient finalement gain de cause devant la justice britannique. Un témoin surprise accuse Guerchy d'avoir effectivement tenté d'empoisonner son ex-secrétaire. L'ambassadeur est désavoué, mais la victoire judiciaire ne résout rien. Louis XV gèle la pension de Deaune. Sans revenu, l'ancien espion se retrouve dans une situation désespérée. C'est alors que Deaune prend une décision audacieuse, dangereuse, probablement folle. Il décide de faire chanter le roi de France. En 1764, il publie à Londres un ouvrage scandaleux, Lettres, mémoires et négociations particulières du chevalier Deaune. Le livre révèle des secrets d'État, expose au grand jour des correspondances privées, embarrasse des personnages puissants. Mais Deaune s'arrête juste avant de franchir la ligne rouge. Il ne divulgue pas l'existence du secret du roi. Il ne révèle pas les plans d'invasion de l'Angleterre. Il agite la menace sans la concrétiser. Le message à Louis XV est clair. Rétablissez ma pension ou je dis tout. Le roi, furieux mais impuissant, ne peut pas extradier Deaune. La législation anglaise l'interdit. Il envoie des émissaires négocier. Deaune pose ses conditions. De l'argent, beaucoup d'argent, et la garantie qu'on ne le forcera pas à rentrer en France. Pendant ce temps, pour échapper aux poursuites et aux pressions, Deaune adopte définitivement le travestissement. Il se fait passer pour une femme. Les rumeurs enflent à Londres. Des médecins sont appelés pour examiner le chevalier et déterminer son sexe. Deaune refuse de se dévêtir.
Les praticiens doivent se contenter de palpations superficielles. Il conclut, sans conviction, qu'il s'agit probablement d'une femme. La situation devient ubuesque. Un tribunal britannique, sur la base de faux témoignages et en l'absence de Deon, le déclare officiellement de sexe féminin. Cette décision juridique transforme légalement Charles en Charlotte. La presse s'en donne à cœur joie. Les caricaturistes anglais s'en donnent à cœur joie. Ils baptisent Deon l'épicène Deon, un terme désignant ce qui est commun aux deux sexes. Les féministes anglaises s'emparent du personnage. Pour elles, la chevalière Deon incarne la preuve que les femmes possèdent autant de courage et d'intelligence que les hommes. Après tout, elle a servi comme militaire, négocié des traités, espionné pour le roi de France. Si une femme peut accomplir de telles prouesses, pourquoi la société les cantonne-t-elle aux tâches domestiques? En 1771, excédé par cette situation qui traîne depuis des années, Louis XV envoie un nouvel émissaire à Londres. Sa mission, déterminer une fois pour toutes si Deon est un homme ou une femme, et négocier une solution à ce scandale qui embarrasse la diplomatie française. Le roi écrit personnellement à Deon, lui demandant de certifier son sexe. L'espion, jouant son va-tout, répond qu'il est une femme. Louis XV, piégé, lui interdit alors de paraître en France autrement que vêtu de robe. Le déguisement devient obligation légale. En 1774, Louis XV meurt. Son petit-fils Louis XVI monte sur le trône. Le nouveau roi hérite du problème Déon. En 1775, il envoie à Londres Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ancien membre du secret du roi et futur auteur du mariage de Figaro. Les négociations entre Beaumarchais et Déon durent 14 mois. Elles sont âpres, tendues, épuisantes. Déon joue serré. Il détient toujours les documents secrets, notamment les plans d'invasion de l'Angleterre. Il sait que Louis XVI ne peut pas se permettre de les voir tomber entre des mains britanniques. Beaumarchais, fin diplomate, use de patience et de persuasion. Il offre à Déon une transaction généreuse, une rente viagère confortable en échange de tous les documents secrets et de l'engagement solennel de porter des vêtements féminins jusqu'à la fin de ses jours. Déon accepte finalement. Il confie à Beaumarchais un volume 1/4 du De l'Esprit des lois de Montesquieu. Le livre cache un secret ingénieux. La couverture est constituée de 2 cartons, entre lesquels sont glissés des papiers cryptés. Une fois les bordures de cuir repliées et la feuille de papier marbré collée par-dessus, le tout mis sous presse, la couverture prend une consistance telle qu'il est impossible, même pour un relieur expérimenté, de deviner le subterfuge. Les rumeurs vont bon train à Londres. Certains murmurent que Beaumarchais et Déon ont eu une liaison pendant ces longs mois de négociations. Déon, toujours ambigu, ne dément rien. Il entretient le mystère, joue avec les apparences, brouille les pistes. En août 1777, Déon quitte Londres pour rentrer en France. Mais au lieu de se présenter à la cour en robe comme convenu, il arrive en uniforme de capitaine des dragons. Louis XVI, excédé, prend une ordonnance définitive le 27 août 1777. Le texte est sans ambiguïté. De par le roi, il est ordonné à Charles Geneviève Louise Auguste André Timothée Déon de Beaumont de quitter l'habit uniforme de dragon qu'il a coutume de porter et de reprendre les habillements de son sexe, avec défense de paraître dans le royaume sous d'autres habillements que ceux convenables aux femmes. Déon n'a plus le choix. Rose Bertin, la couturière de Marie-Antoinette, confectionne pour lui une garde-robe complète aux frais de la reine. Le 23 novembre 1777, l'ancien espion, l'ancien militaire, l'ancien ambassadeur se présente à Versailles en robe à panier et corset. Le spectacle fait jaser toute la cour. Un homme de 50 ans, ancien capitaine de dragons, ancien ministre plénipotentiaire, connu pour ses exploits militaires, déambule dans les galeries de Versailles en tenue féminine. Les courtisans ne savent plus où se mettre. Certains ricanent, d'autres détournent le regard, gênés. Déon tente bien de participer à la guerre d'indépendance américaine aux côtés de Lafayette en 1779. Il veut prouver qu'il est toujours un soldat, toujours capable de servir la France. Mais on lui refuse cette dernière chance de gloire militaire. Il n'est plus qu'une curiosité, un vestige embarrassant d'une époque révolue. En 1783, le roi l'autorise à revenir à Paris.
Déon s'exile sur ses terres de Tonnerre, en Bourgogne. Il y vit retiré, loin de la cour, loin des intrigues, loin de tout. En novembre 1785, criblé de dettes, il retourne en Angleterre. À Londres, il découvre que son propriétaire lui réclame des loyers impayés. Sans pension, sans revenu, il ne peut pas payer. Pour survivre, Déon a une idée audacieuse. Il organise des duels publics à l'épée. Les Londoniens, fascinés par cette vieille dame qui manie le fleuret comme un maître d'armes, peinent pour assister au spectacle. Déon, malgré l'embarras causé par ses jupes, gagne la plupart de ses combats. Son habileté à l'escrime reste intacte. Le 9 avril 1787, à Carlton House, a lieu un assaut mémorable. Le prince de Galles, futur Georges IV, organise un duel entre Déon et le chevalier de Saint-Georges, célèbre escrimeur métis venu exprès Déon pour l'occasion. Malgré ses vêtements féminins, Déon touche 7 fois son adversaire. La victoire consacre sa réputation d'escrimeur exceptionnel. Mais les années passent. Les spectateurs se font rares. L'argent manque cruellement. En 1791, Déon est contraint de vendre sa bibliothèque de 8000 volumes, fruit de toute une vie de collection et d'érudition. La vente aux enchères se tient chez Christie, dans la grande salle de Pall Mall. Les livres partent un par un sous le marteau du commissaire-priseur. En 1796, lors d'un duel, Déon est gravement blessé. À 68 ans, il ne peut plus se battre. Privé de cette source de revenus, il sombre dans la misère. Il écrit sur lui-même, raconte son évolution, décrit son parcours extraordinaire. Mais les éditeurs ne se bousculent pas. En 1804, âgé de 76 ans, il est emprisonné pour dette. Libéré après 4 ans, il signe un contrat pour publier une autobiographie. Mais une attaque vasculaire le paralyse. Une chute le laisse grabataire. Pendant ces 4 dernières années, il ne quitte plus son lit, vivant dans le dénuement le plus complet. Le 21 mai 1810, à Londres, Mademoiselle Geneviève Déon rend son dernier soupir. Elle a 81 ans. Madame Calle, son amie et confidente, entreprend la toilette mortuaire. Elle déshabille le corps sans vie pour le laver. C'est à ce moment que la vérité éclate. Madame Calle découvre avec stupéfaction que la défunte possède des organes génitaux masculins parfaitement formés. La vieille dame qu'elle vient de perdre était en réalité un homme. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Londres. Le chirurgien, monsieur Copeland, est appelé en urgence. Il examine le corps en présence de 17 témoins, tous membres de la faculté médicale de Grande-Bretagne. Le 23 mai 1810, il rédige un rapport médico-légal officiel. Par la présente, je certifie que j'ai examiné et disséqué le corps du chevalier Déon, en présence de M. Adair, de M. Wilson, du père Élysée, et que j'ai trouvé sur ce corps les organes mâles de la génération parfaitement formés sous tous les rapports. Le scandale est énorme. Pendant 33 ans, toute l'Europe a cru que le chevalier Déon était une femme. Des tribunaux l'ont déclaré de sexe féminin. Des médecins ont attesté qu'elle était femme. Le roi de France lui-même l'a contrainte à porter des vêtements féminins. Et voilà qu'on découvre qu'il s'agissait d'un homme depuis le début. Les journaux s'emparent de l'affaire. Les caricaturistes reprennent leurs crayons. Les pamphlets fleurissent. Certains accusent Déon d'avoir mystifié toute l'Europe. D'autres voient dans son histoire une tragédie, celle d'un homme piégé par son propre génie du déguisement, contraint de vivre pendant des décennies dans une identité qu'on lui avait imposée. Avec le recul de l'histoire, le chevalier Déon apparaît comme un personnage infiniment plus complexe qu'une simple curiosité. Il fut l'un des premiers espions professionnels de l'histoire française. Il servit dans le secret du roi, considéré comme le premier service de renseignement vraiment organisé et pérenne en France. Ses missions furent d'une audace inouïe. Convaincre la tsarine de Russie de changer d'alliance en se faisant passer pour une lectrice française. Préparer l'invasion de l'Angleterre tout en étant ambassadeur à Londres et en devenant l'ami du roi anglais. Faire chanter le roi de France en menaçant de révéler les secrets d'État les plus sensibles. Déon fut aussi un militaire courageux, un diplomate habile, un écrivain érudit. Il maîtrisait plusieurs langues, possédait une culture encyclopédique, excellait à l'escrime.
Il écrivit des essais sur des sujets aussi variés que la culture des mûriers ou l'éducation des vers à soie. Mais son destin fut marqué par cette ambiguïté physique qui fit de lui le maître du déguisement. Il vécut 49 ans en homme et 33 ans en femme. Cette dualité, qui fit sa force d'espion, devint sa prison. Contraint par Louis XVI de porter des vêtements féminins jusqu'à sa mort, il ne put jamais redevenir l'homme qu'il avait été. Louis XV, dans une lettre tardive, écrivit sur son ancien espion « Je ne le crois point fou, mais orgueilleux à l'excès, et fort extraordinaire. » Ah, oui ça, on ne saurait mieux dire. Cette phrase résume peut-être le mieux le personnage. Extraordinaire, orgueilleux, inclassable. Le chevalier d'Eon demeure l'un des personnages les plus énigmatiques du XVIIIe siècle. Son histoire interroge sur l'identité, sur le genre, sur la frontière ténue entre l'apparence et la réalité. Elle montre jusqu'où un espion peut aller pour servir son pays, et comment un déguisement peut finir par dévorer celui qui le porte. Enterré à Londres dans le cimetière de Saint-Pancrace, Charles-Geneviève d'Eon de Beaumont laisse derrière lui une légende. Celle d'un homme qui trompa toute l'Europe, qui séduisit une tsarine, qui devint l'ami d'un roi ennemi, qui fit chanter son propre souverain, et qui finit ses jours dans une identité qu'on lui avait imposée. Son histoire rappelle que dans le monde de l'espionnage, la plus grande arme n'est pas la force ou la technologie, mais la capacité à tromper, à se transformer, à devenir quelqu'un d'autre. Le chevalier d'Eon fut le maître absolu de cet art. Et personne, avant lui ni après lui, ne porta le masque avec autant de brio et de tragédie. Aujourd'hui encore, son nom évoque le mystère, l'ambiguïté, l'extraordinaire. Des livres, des pièces de théâtre, des films racontent son histoire. Les historiens débattent toujours de ses motivations, de ses choix, de la part de contraintes et de volonté dans son travestissement. Malgré les recherches, certains aspects de la vie du chevalier d'Eon demeurent mystérieux. Pourquoi accepta-t-il si facilement de porter des vêtements féminins pendant 33 ans? Était-ce simplement pour obtenir sa rente, ou ressentait-il une véritable attirance pour cette identité? Les lettres qu'il écrivit pendant ces dernières années révèlent une personnalité complexe. Parfois, il se plaint amèrement d'être contraint de porter des robes. Il regrette son uniforme de dragon, ses bottes, son épée. D'autres fois, il semble s'accommoder de cette identité féminine, voire l'assumer pleinement. Cette ambivalence fascinait déjà ses contemporains. Beaumarchais, qui le connut intimement pendant leurs longues négociations, ne sut jamais démêler le vrai du faux. Dans une lettre à Louis XVI, il écrivit « Sire, je ne sais plus qui est cet être étrange. Tantôt il me semble un homme jouant à la femme, tantôt une femme jouant à l'homme. » Les rapports médicaux de l'époque ajoutent à la confusion. Plusieurs médecins examinèrent d'Eon de son vivant. Leurs conclusions divergent totalement. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'une femme. D'autres penchèrent pour un hermaphrodite. Quelques-uns avouèrent leur incapacité à trancher. Cette confusion n'était pas accidentelle. d'Eon l'entretenait délibérément. Il refusait systématiquement de se dévêtir complètement devant les médecins. Il portait des bandages serrés autour de la poitrine, prétendant souffrir de vieilles blessures de guerre. Il multipliait les artifices pour brouiller les pistes. Pendant des décennies, d'Eon détint en sa possession des documents d'une importance capitale. Les plans d'invasion de l'Angleterre qu'il avait établis avec la Rosière contenaient des informations stratégiques précises. Les côtes vulnérables, les points de débarquement, les routes vers Londres, tout y était consigné. Si ces plans étaient tombés entre les mains britanniques, les conséquences auraient été désastreuses pour la France. L'Angleterre aurait pu renforcer ses défenses exactement là où Louis XV prévoyait de frapper. Le secret du roi aurait été révélé au grand jour. La diplomatie parallèle du monarque, jalousement gardée secrète, aurait éclaté au grand jour. C'est cette menace qui donna à d'Eon un pouvoir considérable. Il tenait le roi de France par ses documents. Louis XV le savait. Louis XVI le savait également. Tous deux durent composer avec cet ancien espion devenu un problème diplomatique majeur. Les négociations avec Beaumarchais portèrent essentiellement sur ces papiers. L'écrivain diplomate passa des mois à convaincre d'Eon de les restituer. Il usa tour à tour de la menace, de la persuasion,
de la séduction, de l'amitié. Finalement, Déon céda. Mais on peut se demander s'il rendit vraiment tous les documents en sa possession. Certains historiens pensent que Déon conserva jusqu'à sa mort des copies de documents sensibles, une sorte d'assurance-vie en cas de problème. Cette hypothèse expliquerait pourquoi, même après avoir remis les papiers à Beaumarchais, il continua à recevoir sa rente sans interruption. Les témoignages de l'époque décrivent les difficultés quotidiennes que rencontra Déon dans sa nouvelle vie. Porter une robe à panier dans les années 1770 n'avait rien de simple. Ses structures rigides, larges de plusieurs pieds, rendaient les mouvements compliqués. Passer une porte demandait de l'habileté. S'asseoir exigeait de la technique. Les corsets, serrés jusqu'à comprimer la cage thoracique, provoquaient des malaises fréquents. Déon, habitué à la liberté de mouvement des uniformes militaires, supportait mal ces contraintes vestimentaires. Dans ses lettres, il se plaignit régulièrement de ces « instruments de torture » qu'on appelait mode féminine. Mais le plus difficile fut peut-être le regard des autres. À la cour de Versailles, Déon devint une attraction. Les courtisans venèrent le voir comme on va au cirque. Il ricanait, chuchotait, se moquait ouvertement. Cet ancien héros de guerre, ce négociateur redouté, était devenu un objet de dérision. Marie-Antoinette elle-même, qui avait pourtant financé sa garde-robe féminine, ne put cacher sa gêne. Elle reçut Déon une fois, par politesse. Mais elle évita ensuite de le croiser. La reine, friande de divertissement et de nouveautés, trouvait ce spectacle trop embarrassant. Déon finit par fuir Versailles. Il se retira dans sa Bourgogne natale, à Tonnerre. Là, dans sa ville d'enfance, il espérait retrouver un peu de paix. Mais même à Tonnerre, sa réputation l'avait précédé. Les habitants le dévisageaient dans les rues. Les enfants le suivaient en riant. Son retour définitif à Londres, en 1785, marqua le début d'une longue descente. Déon avait 57 ans. Il n'était plus le jeune espion brillant qui avait séduit une tsarine. Il n'était plus le diplomate audacieux qui avait trompé le roi d'Angleterre. Il était devenu une vieille dame excentrique, criblée de dettes, vivant de petits expédients. Les duels publics à l'épée lui rapportèrent quelques revenus pendant un temps. Mais le public se lassa. Au début, voir une dame âgée manier le fleuret avec l'habileté d'un maître d'armes constituait une attraction. Mais la nouveauté s'émoussa. Les spectateurs se firent rares. Les cachets diminuèrent. Déon tenta de donner des cours d'escrime. Quelques jeunes aristocrates vinrent prendre des leçons par curiosité. Mais ils ne restèrent pas longtemps. Comment prendre au sérieux un professeur d'escrime en jupe? Comment respecter un maître d'armes qui ressemblait à une grand-mère? La vente de sa bibliothèque en 1791 fut un coup terrible. Ces 8000 volumes représentaient toute une vie de collection. Des éditions rares, des manuscrits précieux, des ouvrages en langues anciennes. Déon les avait accumulés pendant des décennies, les avait lus, annotés, chéris. Quand le commissaire-priseur de Christie fit tomber son marteau sur le dernier lot, Déon quitta la salle en pleurant. Un témoin raconta « Je vis cette vieille dame sortir en chancelant, le visage ruisselant de larmes. Elle venait de vendre son âme. L'argent obtenu fondit rapidement. Les dettes s'accumulaient. Les créanciers frappaient à sa porte. En 1796, la blessure reçue lors d'un duel mit fin à sa dernière source de revenus. À 68 ans, diminué physiquement, il ne pouvait plus gagner sa vie. La prison pour dette, où Déon passa 4 ans entre 1804 et 1808, fut un enfer. Les établissements londoniens de ce type étaient sordides. Des dizaines de débiteurs s'entassaient dans des cellules humides et sombres. La nourriture, infecte, suffisait à peine à survivre. Les maladies se propageaient rapidement. Déon, octogénaire, survécut miraculeusement à ces 4 années. Mais il en sortit brisé. L'attaque vasculaire qui le frappa peu après sa libération le laissa à moitié paralysé. Il ne pouvait plus marcher sans aide. Son bras droit était inerte. Sa parole devenait confuse. Madame Cole, une veuve anglaise, le recueillit par charité. Elle lui donna une chambre dans sa modeste maison de Southampton Street. Elle le nourrit, le lava, s'occupa de lui comme d'un parent. Sans elle, Déon serait mort dans un hospice.
Les derniers mois furent particulièrement pénibles. Déon ne quittait plus son lit. Il délirait parfois, revivant ses missions d'espionnage. Il se voyait à Saint-Pétersbourg, séduisant la tsarine. Il se croyait à Londres, préparant l'invasion de l'Angleterre. Il revivait ses duels, ses négociations, ses triomphes passés. Madame Cole le veillait avec dévouement. Elle ignorait totalement qu'elle soignait un homme. Pour elle, Mademoiselle Déon était une vieille dame française tombée dans le malheur, une ancienne aristocrate ruinée par la Révolution. Elle ne posa jamais de questions sur son passé. Le 21 mai 1810, Déon s'éteignit doucement. Madame Cole était à son chevet. Les derniers mots de l'espion furent en français « Je rentre enfin chez moi ». Il avait 81 ans. Il avait passé 49 années en homme et 33 années en femme. La découverte du sexe réel de Déon lors de la toilette mortuaire choqua profondément Madame Cole. Elle s'effondra. Pendant 4 ans, elle avait soigné, lavé, habillé cette personne qu'elle croyait femme. Elle découvrait qu'il s'agissait d'un homme. Le sentiment de trahison fut immense. Le chirurgien Copeland arriva rapidement. Il examina le corps avec attention. Les organes génitaux masculins ne laissaient aucun doute. Mais ce qui frappa le plus le médecin fut l'absence totale de signes d'hermaphrodisme. Déon n'était pas un être intersexe. C'était un homme, anatomiquement normal, qui avait vécu en femme pendant plus de 3 décennies. Le rapport d'autopsie mentionna d'autres détails intéressants. Le corps portait de nombreuses cicatrices, témoins d'une vie aventureuse. Une blessure au bras droit, reçue lors de la guerre de 7 ans. Une cicatrice à la cuisse, souvenir d'un duel. Des marques sur le torse, probablement causées par le port prolongé de corset. Les 17 médecins présents à l'autopsie rédigèrent un rapport collectif. Ils conclurent unanimement que le chevalier Déon était de sexe masculin, sans aucune ambiguïté anatomique. Cette conclusion officielle mit fin à des décennies de spéculations, de rumeurs, de paris. Les journaux londoniens publièrent le rapport d'autopsie. Le scandale fut énorme. Le Times consacra 3 colonnes à l'affaire. Des pamphlets circulèrent dans les cafés. Les caricaturistes se déchaînèrent. Certains représentèrent Déon avec un visage divisé en 2. Homme à gauche, femme à droite. En France, la nouvelle arriva quelques semaines plus tard. Napoléon, alors empereur, en fut informé. Il aurait dit « Voilà un espion qui servit Louis XV jusqu'au-delà de la mort. Même mort, il fait encore parler de lui. » Le compliment était sans doute involontaire, mais il résumait bien la situation. Le chevalier Déon laissa derrière lui une œuvre littéraire considérable. Il écrivit des essais politiques, des mémoires militaires, des traités sur l'agriculture, des réflexions philosophiques. Certains de ces textes furent publiés de son vivant. D'autres restèrent manuscrits. Ces Loisirs du chevalier Déon, publiés en 13 volumes entre 1774 et 1775, constituent un témoignage précieux sur son époque. Il y raconte ses missions, ses rencontres, ses observations sur la société européenne. Le ton est vif, l'écriture alerte, les anecdotes savoureuses. Mais Déon censura lourdement ses propres mémoires. Il ne révéla jamais l'existence du secret du roi. Il ne donna aucun détail sur les plans d'invasion de l'Angleterre. Il resta discret sur ses vraies missions d'espionnage. Même dans ses textes les plus personnels, il garda ses secrets. Cette discrétion posthume impressionna les historiens. Déon aurait pu, dans ses dernières années de misère, vendre ses souvenirs à prix d'or. Les éditeurs londoniens se seraient arrachés des révélations sur le secret du roi, mais il se tut, par fidélité à la France, par sens de l'honneur, ou simplement par habitude du secret. Au XIXe siècle, l'histoire du chevalier Déon fascina les romantiques. Alexandre Dumas envisagea d'en faire un roman. Honoré de Balzac y fit allusion dans La Comédie humaine. Les féministes s'emparèrent du personnage pour défendre l'égalité des sexes. Au XXe siècle, les psychanalystes s'intéressèrent au cas Déon. Freud lui-même le mentionna dans une lettre. Les théoriciens du genre y virent un précurseur du transgenre. Les historiens du renseignement en firent le prototype de l'espion moderne. Malgré l'abondance de documents, certaines questions demeurent sans réponse. Pourquoi Déon accepta-t-il si facilement de vivre en femme après 1777 ?
La rente versée par Louis XVI suffisait-elle à expliquer 33 ans de travestissement? Certains historiens pensent que Déon développa avec le temps une véritable identification au genre féminin. Les lettres de ces dernières années montrent une évolution. Au début, il se plaint constamment de devoir porter des robes, puis, progressivement, ses plaintes se font plus rares, comme s'il s'était habitué, voire résigné. D'autres chercheurs rejettent cette hypothèse. Pour eux, Déon resta jusqu'à la fin un homme contraint de jouer un rôle. Les témoignages de ses amis londoniens vont dans ce sens. Plusieurs rapportèrent qu'en privé, Déon continuait à se comporter en homme, à parler comme un militaire, à jurer comme un soldat. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. Déon fut un être complexe, tiraillé entre son identité masculine et le rôle féminin qu'on lui imposait. Il développa peut-être une forme d'identité hybride, ni totalement homme, ni totalement femme, mais quelque chose d'intermédiaire. Cette ambiguïté fait aujourd'hui de Déon un symbole pour les communautés LGBTQ+. Certains y voient une personne transgenre avant l'heure, d'autres un homme contraint au travestissement, d'autres encore un être au genre fluide, refusant les catégories binaires. Le nom du chevalier Déon entra dans le vocabulaire médical au début du XXe siècle. Le terme éonisme fut créé par le sexologue Havelock Ellis pour désigner le travestissement. Cette appellation, aujourd'hui tombée en désuétude, témoigne de l'impact durable du personnage. En 1970, un film français lui fut consacré. En 2005, un manga japonais raconta son histoire. En 2015, un opéra fut créé à Londres. Chaque époque réinvente Déon selon ses propres préoccupations. Les romantiques y virent un héros tragique, les féministes une pionnière, les théoriciens du genre un précurseur. À Tonnerre, sa ville natale, un musée lui est dédié. On y trouve ses armes, ses médailles, quelques lettres manuscrites. Une statue le représente dans le parc municipal. Elle montre un personnage androgyne, mi-homme, mi-femme, symbolisant son extraordinaire dualité. Les archives du ministère français des Affaires étrangères conservent des centaines de documents le concernant. Ses rapports de mission, sa correspondance avec Louis XV et Louis XVI, les accords négociés avec Beaumarchais. Ces papiers restent une mine d'informations pour les historiens. En Angleterre, le souvenir de Déon persiste également. Sa tombe au cimetière de Saint-Pancrace fut longtemps un lieu de curiosité. Les touristes venaient voir l'ultime demeure du mystérieux chevalier. Malheureusement, le cimetière fut réaménagé au XXe siècle et la pierre tombale disparut. Mais la légende survit. Dans les pubs londoniens, on raconte encore l'histoire de cette vieille dame française qui se battait en duel et gagnait contre les meilleurs escrimeurs. Dans les salons parisiens, on évoque le souvenir de cet espion qui trompa toute l'Europe. Le chevalier Déon demeure l'un des personnages les plus extraordinaires du XVIIIe siècle. Espion, soldat, diplomate, écrivain, duelliste, il fut tout cela à la fois. Mais surtout, il fut le maître incontesté de l'art du déguisement. Un art qu'il pratiqua non pas pendant quelques missions, mais pendant la moitié de sa vie. Son histoire rappelle que l'identité est parfois plus fluide, plus malléable qu'on ne le croit. Qu'un homme peut vivre en femme pendant 33 ans au point de tromper toute une société. Que les apparences sont trompeuses, que les masques peuvent devenir des visages, et que la frontière entre le vrai et le faux est parfois impossible à tracer. Charles-Geneviève Déon de Beaumont fut unique. Personne avant lui, personne après lui n'a réussi un tel exploit. Tromper une tsarine, devenir l'ami d'un roi ennemi, faire chanter son propre souverain, vivre une double vie pendant plus d'un demi-siècle, et emporter ses secrets dans la tombe. C'est cela, finalement, qui fait de lui un espion d'exception. Non pas tant les informations qu'il récolta, ni même les missions qu'il accomplit, mais cette capacité extraordinaire à être un autre, à se glisser dans une peau qui n'était pas la sienne, à devenir ce personnage jusqu'à ce que personne, pas même lui peut-être, ne sache plus où s'arrêtait le masque et où commençait le visage.